Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Cette vidéo s'inscrit dans une série sur le transhumanisme. La première était surtout une introduction à la série et la deuxième s'est attaquée au problème de l'intelligence artificielle. De façon générale, vos réactions sont très positives par rapport à ces vidéos et donc je continue. Une des réactions négatives ou en tout cas critiques, et c'est bien de critiquer, hein, je vous invite bien sûr à toujours donner votre opinion, du moment que c'est de façon polie et pas comme de très rares personnes qui me font des remarques méprisantes, alors ça ne donne pas évidemment envie de discuter. Donc je dirais qu'il y a 95% de gens qui voient le problème, qui comprennent le problème et adhèrent, 3% des gens qui sont un peu, disons, mitigés et l'expriment de façon tout à fait correcte, peut-être 2% des gens qui s'expriment de façon, à mon avis, incorrecte. Je voudrais répondre à ces 3% qui me disent en général que tous les outils, quels qu'ils soient, peuvent être utilisés de façon négative ou positive. C'est le cas de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et d'autres choses. Alors, ils ont raison. Ils ont raison et si vous n'avez pas ressenti ça pendant mes vidéos, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû être plus précis. Tous les outils peuvent être utilisés de façon positive ou négative. Exemple du transhumanisme, je pense que c'est difficile de nier qu'une personne qui est aveugle, à qui on peut rendre la vue, une personne qui souffre d'Alzheimer, qui peut retrouver la mémoire, il y a plein de choses évidemment positives qui sont pour moi tout à fait indiscutables. Ou alors qui peuvent être discutables, tout est discutable, mais alors ce serait plutôt une discussion philosophique sur le sens de la vie, etc., mais qui n'est pas exactement dans cette ligne ici, où je veux vraiment mettre en garde sur les dérives vers lesquelles on va, clairement, à mon avis, et qui peuvent être très dangereuses pour nous individuellement et pour l'humanité de façon globale. L'intelligence artificielle, pareil. Il est évident que sur nos ordinateurs, certains aspects de l'intelligence artificielle sont très positifs. Et j'en utilise aussi. De toute façon, j'ai une chaîne YouTube. Les suggestions YouTube qui apparaissent quand j'ouvre youtube.com tout simplement, c'est le produit de l'intelligence artificielle qui tient compte de mes centres d'intérêt, des heures à laquelle je regarde des vidéos, etc. et qui va me faire des suggestions. Ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Rappelons que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, et le mot est d'ailleurs usurpé. Il vient de l'anglais artificial intelligence, mais regardez la définition de intelligence en anglais, c'est un faux ami avec l'intelligence en français, c'est plutôt information, renseignement. Rappelez-vous que la CIA, c'est CIA, Central Intelligence Agency. C'est pas la centrale d'intelligence, c'est la centrale de renseignement. C'est les services de renseignement. Donc vous voyez, il y a un petit malentendu là-dessus, et donc j'espère qu'il est levé avec cette introduction. Donc le métaverse peut avoir des côtés positifs et peut avoir des côtés négatifs, ça dépend de la façon dont il est utilisé. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer quelle est son utilisation probable et même planifiée du pouvoir en place, qui va être très négatif pour nous, le peuple. Voilà ce que je suis en train de montrer. Et au lieu de rentrer dans des grandes théories, je vais vous montrer un exemple concret qui va vous intéresser à mon avis, puisque beaucoup de mon public s'intéresse aux animaux. Je rappelle que j'ai commencé la chaîne pour parler d'ornithologie, pour parler d'oiseaux. Et puis finalement, je me suis rendu compte que des vidéos sur d'autres sujets intéressaient parfois plus que des vidéos dans mon champ d'expertise. Et donc pourquoi pas continuer. Mais donc forcément, une partie de mon public s'intéresse aux animaux. Nous allons parler de métaverse et d'animaux. Regardez, il y a des associations, ici Gaïa, qui proposent un zoo virtuel. Un zoo dans le métaverse. Alors je ne sais pas si leurs lunettes virtuelles sont déjà dans le cadre du métaverse. Peu importe, c'est le principe. Le principe du métaverse, c'est que vous allez pouvoir vivre des choses virtuelles, mais en vous donnant toutes les sensations, c'est l'objectif, ou quasiment toutes les sensations, comme si c'était réel. Ce n'est plus que de la vue et de l'ouïe, comme avec un smartphone, où on voit, on entend. Avec le métavers, ça va aller beaucoup plus loin, ça va aller surtout au niveau du toucher et des odeurs, ça va aller directement dans votre cerveau par électrode. Alors c'est pas encore
100% au point, c'est encore en pleine évolution, mais vu l'argent qu'on y investit, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on va y arriver. Et j'en suis persuadé également. Alors ce que propose Gaïa est très simple. Au lieu d'aller au zoo, voir des animaux qui sont enfermés pour que vous puissiez les voir, eh bien, vous pouvez mettre en casque de réalité virtuelle, en casque de métaverse, et vous pouvez contacter comme ça, voir les animaux, les approcher et avoir toutes les sensations que vous avez quand vous allez au zoo, ou presque, sachant qu'il y a des inconvénients en moins. Vous ne devez pas vous déplacer, c'est probablement beaucoup moins cher, etc. Pour vous, moins d'inconvénients. Moins d'inconvénients pour les animaux, il ne faut pas les capturer, les mettre en cage, etc. Donc il y a quand même des côtés positifs. Même si le rendu n'est pas à 100%, il peut peut-être compenser ce que vous vouliez, à savoir être en contact avec les animaux. Donc voilà, ça peut paraître positif. Bon, alors ici, je ne vais pas rentrer dans la discussion de savoir est-ce qu'il faut fermer les zoos ou pas. Moi, je suis pour fermer les zoos. J'explique pourquoi. J'explique aussi que la réintroduction d'animaux n'est pas la solution pour sauver la biodiversité. Et donc, l'excuse de conserver des populations dans des zoos pour pouvoir les réintroduire et éviter qu'elles disparaissent ne tient pas la route. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et dans ce cas-là, vous allez le dire dans la vidéo où je parle de réintroduction. Ce n'est pas le sujet ici. On pourrait faire d'autres exemples beaucoup plus flagrants, mais il y a des mots qui peuvent poser problème de censure. J'ai déjà perdu mon compte Twitter que j'essaie de récupérer, mais ça a l'air très mal parti. J'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes d'exploitation des enfants. Je vais pas rentrer ici dans des mots compliqués. J'en ai parlé dans la première vidéo. Et ce que dit Poutine sur la généralisation de certains comportements vers les enfants en Occident. Si les gens pouvaient vivre ça dans le métavers, peut-être qu'il n'y aura plus d'agression. Vous voyez? Donc ça pourrait être très positif. Si on n'arrive pas à changer la dérive de certaines personnes qui ont besoin de certains comportements très destructeurs pour être en équilibre, évidemment il y a des personnes qui s'en passent parce qu'elles savent que c'est négatif et qui sont plus fortes que leurs envies, je dirais, instinctives ou que leurs pulsions incontrôlables, comme certains le prétendent. Mais il y en a d'autres qui ne font pas cet effort, ou qui n'en sont pas capables. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de la discussion. Mais s'ils peuvent compenser, s'ils peuvent obtenir satisfaction dans le métaverse, ils ne le feront plus dans le monde réel. Mais du coup, ça pose une question tout à fait intéressante. La question cruciale, c'est que si effectivement, j'emploie le conditionnel, le comportement que nous pouvons avoir dans le métaverse permet de ne plus l'avoir dans le monde réel. On va au zoo dans le métaverse, il n'y a plus de zoo. On a des relations douteuses, on va dire ça comme ça. Ça pourrait être aussi avec des animaux, par exemple. Dans le métaverse, du coup, on ne doit plus le faire dans le monde réel. Mais les choses positives, c'est pareil. Par exemple, s'il existe encore des animaux sur cette planète, des grands animaux, c'est parce qu'il y a des touristes pour aller les voir. S'il n'y avait pas l'argent de l'écotourisme, il n'y aurait plus ces grandes plaines avec des éléphants, avec des buffles, avec des girafes, avec des zèbres. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a le coût de la protection, notamment l'anti-braconnage qui est très très cher. Il ne faut pas croire que c'est juste mettre 2 gardes avec une Kalachnikov, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut beaucoup de personnel, il faut des moyens militaires, il faut des drones de surveillance, etc. Et malgré tout, il y a encore du braconnage. C'est une guerre entre les braconniers et les protecteurs d'animaux. Et une guerre, ça coûte toujours cher. Et c'est financé par le tourisme. Et en plus, il y a le manque à gagner. Parce qu'en parc national, en Afrique, pour qu'il ait du sens, il faut qu'il se chiffre en milliers d'hectares. Imaginez les productions agricoles possibles sur ces terrains. Et donc, il y a un manque à gagner pour les gouvernements, qui doivent peut-être importer de la nourriture ou la produire ailleurs, pour pouvoir garder ces surfaces pour la nature. Donc, ce sont des millions de dollars, évidemment, même 10 milliards dans certains pays, qui sont concernés. Si les gens peuvent aller voir les animaux de la savane dans le métaverse, pourquoi est-ce qu'ils iraient en Afrique? Ceux qui demandent de payer un billet d'avion, de polluer avec l'avion, ceux qui demandent du temps. Et puis quand on est sur place, il faut encore prendre des véhicules. On est parfois fatigué, on ne trouve pas toujours des bons hôtels, ou alors ils coûtent très cher. Voyez? Alors qu'il suffit d'aller dans le métaverse et en passant 1 heure, 2 heures, vous avez été voir les animaux que vous auriez vus en 1 semaine en allant en Afrique.
Alors évidemment qu'il y a des sensations qu'on n'aura pas. Mais ça peut être suffisant pour décourager les gens d'y aller. Et la preuve que certains le pensent, je l'ai dit au conditionnel, rappelez-vous tout à l'heure, c'est que Gaïa dit, allez aux eaux virtuelles, vous n'irez plus aux eaux réelles. Et on pourra faire fermer les eaux ainsi. Bon. Mais ce n'est pas le problème principal. C'est un problème dont il faut tenir compte. Il y a des tas de secteurs, alors j'ai pris un peu des extrêmes parce que c'est des choses qui me concernent, mais il y a des tas de secteurs économiques qui apportent une satisfaction aux gens qui y travaillent, comme la restauration par exemple. Et les gens pourront avoir la sensation, le plaisir gustatif dans le métaverse, et donc ils n'auront peut-être plus payé le restaurant. Vous voyez? Donc il y a plein de secteurs qui sont menacés. Alors certains secteurs, on peut dire tant mieux, d'autres secteurs, on va peut-être le regretter. Mais ça, je suis d'accord avec ceux qui me disent, c'est un outil, on va voir comment on va l'utiliser. On a eu des emails, on n'a pas encore mis fin au courrier postal, mais avouons qu'on l'utilise quand même beaucoup moins. Donc tout ça, on va voir, ça fait partie de l'évolution. Mais ce n'est pas le problème principal. Et c'est ça le but de ma vidéo. C'est que vous compreniez qu'il y a un problème beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus profond. Tout d'abord, avant de vous préciser, de vous expliquer ce problème, je vais vous rappeler que si tous les outils peuvent être bien ou mal utilisés, pour bien l'utiliser, il faut être prêt. Alors, je critique rarement les animaux. Mais, soyons honnêtes, l'être humain est-il prêt pour utiliser des armes? Manifestement, vu le nombre de fois qu'on fait la guerre et qu'on s'entretue, j'ai envie de dire que non. Mais les animaux non humains, donc, le sont encore moins. Si vous aviez une bonne intention, et vous dites, voilà, il n'y a plus beaucoup de primates, ils sont menacés par la déforestation, etc., pour éviter qu'ils se fassent tuer par des prédateurs, des concurrents, etc., on va leur donner des armes à feu. L'idée, peut-être peut être bonne, et dire, voilà, en groupe de chimpanzés, en groupe de gorilles, en groupe de babouins, s'ils avaient une arme à feu, ils pourraient faire fuir directement en lion, en léopard. Bon, vous avez bien compris que c'est pas à prendre au premier degré. Parce que je ne souhaite évidemment pas empêcher les léopards de manger. C'est pas la question. Mais donner une arme à feu à un babouin, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je dois vraiment expliquer. C'est un outil qui pourrait être utile, mais est-ce que les babouins sont prêts à utiliser des armes à feu? Je pense que poser la question, c'est y répondre. C'est un peu le problème de l'être humain. Est-ce que l'être humain est prêt à utiliser le métaverse? Et je crois que la réponse est clairement non. Pourquoi? Je vais vous le montrer. En fait, c'est simple et compliqué à la fois. Il y a plusieurs difficultés. Mais elles sont toutes liées. Il faut essayer vraiment de vous faire le tableau complet. C'est ce que j'essaye de faire dans ma série de vidéos, mais je dirais ici, c'est un sous-tableau du transhumanisme qui est déjà complexe en soi. La première chose, c'est un outil de contrôle. Un outil de contrôle et de manipulation. Alors, je vais faire court, mais si jamais vous avez des questions et que je dois y revenir, je le ferai parce que c'est très important. L'être humain, comme les autres vertébrés, tous ou la plupart, j'ai pas réfléchi, j'ai pas cherché s'il y avait des exceptions, on est dirigé par un système naturel de bâtons et de carottes. Quand on fait quelque chose de mal, on souffre, et quand on fait quelque chose de bien, on a du plaisir. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. Un animal qui se rapproche du feu et qui commence à avoir mal, une douleur parce qu'il se sent brûlé, il va reculer. Donc la douleur lui dit, c'est pas par là qu'il faut aller. Par contre, un animal qui mange quelque chose qui est bon pour sa santé, il va avoir du plaisir et il va en rechercher. Alors certains vont me dire, oui, mais l'être humain, il mange des trucs qui font plaisir, qui sont pas bons. C'est vrai, mais c'est parce que c'est lui-même qui a transformé des aliments qui à la base sont nocifs, mais pour qu'ils goûtent, il nous donne les stimuli d'un aliment qui est bon pour la santé. Le métaverse est d'ailleurs en lien avec ça. Et donc, c'est le plaisir qui nous attire. Jusque-là, ça va bien. Sauf que nous avons, et l'exemple de la nourriture que je viens de donner est frappant, nous avons triché avec ce plaisir. Au lieu de l'utiliser comme un guide, on en a fait un objectif. Donc, si manger des pommes est bon pour la santé, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, on a du plaisir quand on mange une pomme. Mais les industriels, les fabricants de nourriture, ou de fausse nourriture, font des desserts, des bonbons, etc., qui ont les stimuli de la pomme. Ils ne doivent pas vraiment ressembler à une pomme. Mais ils ont des couleurs
qui étaient des couleurs dans la nature qui nous attiraient vers la pomme. Mais ils ont fait des couleurs plus fortes, c'est ce qu'on appelle des super stimuli. Une pomme rouge, ça nous attire parce qu'elle donne l'impression d'être bien mûre. On a fait des bonbons qui sont rouges, mais quasiment fluorescents. En tout cas, plus rouges encore que la pomme. Et quand on mord dedans, on a du plaisir parce qu'elle est sucrée. Et plus elle est sucrée, plus on a du plaisir, en général. Quand elle est acide, on a un peu moins. Ça dépend des goûts, mais enfin, c'est la tendance. Eh bien, on met beaucoup de sucre dans le bonbon, au point que certains n'arrivent même plus à apprécier une pomme. Vous voyez? Donc on a triché. Donc le fait qu'on triche avec le plaisir n'est pas nouveau, donc le métaverse n'est pas nouveau. C'est juste qu'on augmente la puissance de nos outils. Et comme on n'est pas prêt à les utiliser, les dégâts sont d'autant plus grands. Si je reviens au chimpanzé ou au babouin, si vous lui donnez une arme de poing, il va faire des dégâts, parce qu'il n'est pas prêt à utiliser une arme de poing. Mais si vous lui donnez une mitrailleuse, ça va être pire. Si vous lui donnez une bombe à fragmentation, ça va être pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est toujours pas prêt à utiliser des armes. Mais plus vous donnez une arme puissante, plus vous donnez une arme meurtrière, plus il va tuer. C'est pareil avec l'humain. On a eu tort de faire des bonbons à la gélatine sucrée qui remplacent les stimuli des pommes. Et ça date pas du métaverse. Seulement, ces bonbons-là, ils font des dégâts. Il y a des enfants qui sont en mauvaise santé, qui ont des problèmes de dents, etc., des problèmes d'immunité, donc des pandémies, etc., à cause de la malbouffe. Donc le problème n'est pas mineur, il n'est pas nouveau. Mais on est en train de l'amplifier parce que les outils deviennent plus puissants et on n'a toujours pas évolué pour être mature pour utiliser ces outils. Ou peut-être certains individus, oui, mais pas l'humanité dans sa globalité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, le métaverse, il a un point commun avec la drogue. Mais c'est exacerbé. Et ça, peut-être que vous ne le savez pas. Réfléchissez-y bien, c'est très 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 important. Quand vous donnez un bonbon sucré à un enfant, vous lui donnez quelque chose de mauvais pour sa santé, et il a du plaisir. Mais comment est-ce que ce plaisir est formé? Au moment où il met ce bonbon dans la bouche, il a cette sensation de sucré. La sensation de sucré va donc stimuler nos papilles gustatives. Les papilles gustatives vont envoyer un signal. Un signal, et il y a une ou des glandes qui vont produire des protéines, des endorphines, je crois, qui vont, en fonction de l'intensité, etc., il y a différents types de plaisirs, qui vont voyager dans le corps et se ficher sur des capteurs. Ça peut être dans une partie du corps, voire dans le corps quasiment tout entier. Des capteurs qui sont sur des cellules. Nous avons des cellules, nous sommes constitués de cellules. Elles ont une paroi sur laquelle il y a des capteurs qui sont prévus pour ça. Et donc, ces endorphines, elles vont se ficher dans le capteur. Et donc, la cellule, qui est à ce moment-là stimulée, eh bien, elle envoie un signal électrique, a priori, via le système nerveux, au cerveau, qui produit alors le plaisir. Donc, vous voyez, c'est très indirect. Il y a tout le processus. Et donc, c'est très simplifié, parce que je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure, j'ai promis des petites vidéos sur ces sujets, et celle-ci ne serait pas la plus courte, parce qu'il y a vraiment de la matière. Mais donc, je simplifie pour que tout le monde comprenne bien. Quand on se drogue, on brûle une étape. On va prendre un produit, directement l'endorphine de plaisir, ou quelque chose qui imite, un produit chimique qui imite une telle endorphine, qui va donc aller directement stimuler les capteurs des cellules. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt est très facile à comprendre. C'est que, gagnant une étape, on peut avoir beaucoup plus de plaisir, plus longtemps. Par exemple, vous avez très faim. Quand vous mangez, vous avez beaucoup de plaisir. Mais après, vous avez plus faim, ça ne marche plus. Il faut attendre de nouveau avoir faim. Et puis, quand vous avez faim, il faut trouver la bonne nourriture. Avec la drogue, c'est facile. Avec la drogue, c'est un type de drogue que vous aimez bien. Et puis, vous pouvez vous l'injecter ou la renifler ou je ne sais pas quoi, à n'importe quel moment, quasiment. Ça a quand même des limites. La preuve, c'est que quand on en prend régulièrement, eh bien, l'effet est moins fort. Et donc, on a tendance à augmenter les doses. Pourquoi? Parce que si votre état habituel, c'est qu'il y ait de ces molécules qui sont fichées dans vos cellules, pour avoir une sensation de dépassement de plaisir, il faut en rajouter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des overdoses, etc. Bon. Donc la drogue triche sur un système naturel et le résultat, il est quand même pas fabuleux, vous le savez. Il y a des gens, pour faire court, qui tueraient père et mère pour avoir leur dose parce que le plaisir est tellement fort, on en a tellement besoin que ça pousse les gens à faire des choses gravissimes.
Le métaverse, c'est pire parce qu'il brûle encore une étape. Il n'a même pas besoin d'utiliser une substance biochimique, logique, chimique, peu importe, pour aller se ficher sur les capteurs. Il envoie directement le plaisir dans votre cerveau. C'est encore le plaisir de la drogue démultiplié. Donc, au niveau des addictions, je m'attends à que ce soit, comme les drogues les plus fortes, en bien pire. Ce qui implique que les gens qui sont capables de vous donner ce plaisir, autrement dit les opérateurs de métaverse ou d'équivalent, eh bien, ils vont pouvoir vous contrôler très facilement. Ils pourront vous faire payer des choses, et si vous n'avez pas les payer, ils pourront vous proposer des alternatives. Et si le gouvernement s'en mêle, les gouvernements s'en mêlent, ce qui est très probable quand vous voyez comment se sont passées ces dernières années, qui vont dire, ah ben voilà, vous pouvez avoir accès à Internet, accès au métaverse, mais vous devez avoir vos passes à jour, que ce soit sanitaire, climatique, etc. Vous l'avez pas? Plus de métavers. Imaginez que une personne est 10, 100 fois plus addict, comme on dit souvent, dépendante du métavers qu'aujourd'hui les gens le sont de certaines drogues, bah ils vont le faire. Et donc ce sera un outil de contrôle fabuleux. Ça c'est vraiment un point absolument crucial. Alors, un autre point crucial, peut-être celui dont on vous parle le moins, et qui va permettre d'introduire la prochaine qui reparlera, parce que j'en ai déjà parlé de wokisme, c'est que, réfléchissons un petit peu, imaginez que quasiment tout, même éventuellement travailler, puisse se faire dans le métaverse. On ne voyage plus puisqu'on voyage dans le métaverse. On ne se rencontre plus au restaurant puisqu'on va au restaurant dans le métaverse. On n'a plus de loisirs, on ne va plus voir les matchs de foot, etc. Enfin, moi, j'ai jamais été voir, mais pour dire chacun un petit peu ses goûts, puisqu'on peut les voir dans le métaverse, etc. Finalement, les gens feront plus rien que rester chez eux avec leur casque. Ou peut-être plus tard avec l'équivalent processeur qui aurait été injecté ou greffé dans votre cerveau, par exemple. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses sur lesquelles on travaille tout à fait activement dans certaines entreprises, notamment Neuralink d'Elon Musk. Oui, mais vous ne servez plus à rien, dans tous les sens du terme. Vous ne servez à rien pour la société. Alors vous allez dire peut-être que vous en foutez de la société. Vous ne servez plus à rien dans la nature. Tous les animaux ont un rôle dans leur écosystème, mais l'être humain, qui a déjà pour l'instant un rôle plus négatif que positif malheureusement, mais là il n'aura plus de rôle du tout. Donc, à quoi on sert? Mais vous n'aurez même plus de rôle, j'ai envie de dire, pour vous-même, de rôle spirituel. Je m'explique. Sans que j'adhère à quelconque religion. Quand vous êtes dans un mouvement religieux, il y a quand même toujours un aspect qui, à mon avis, est minimisé par l'être humain, qui devrait être mis en avant, un aspect collectif. Dans toutes les religions, on parle d'aider les pauvres, de faire une bonne action. Après, s'il y a des équivalents, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais d'avoir un rôle positif par rapport à vos semblables, par rapport aux fidèles de la religion. C'est parfois restrictif. Je ne dis pas que c'est super bien, mais il y a quand même un certain aspect un peu collectif. Je dis un tout petit peu parce que pour moi, les religions sont toutes individualistes, puisqu'elles vous parlent d'une âme individuelle, de réincarnation, de votre âme, de votre esprit qui va au paradis, etc. Donc il y a vraiment... Les religions sont individualistes, mais pas à 100%. Il y a un petit aspect, comme je le dis, il est minime, mais c'est dommage qu'il soit minime d'ailleurs, mais il y a un petit aspect un peu plus collectif, un peu qui dépasse un petit peu l'individu, un petit peu transcendant, tout petit peu. Mais dans le métavers, vous vivez que pour vous. Vous avez une sensation, éventuellement, de faire partie d'un groupe. Vous pouvez jouer en sport collectif dans le métaverse. Vous pouvez aller au restaurant avec des amis dans le métaverse. Mais ce sont des amis virtuels. Ou alors éventuellement réels qui ont aussi leur casque. Vous pouvez jouer au foot ou dans un autre sport d'équipe, mais c'est virtuel. Donc en fait, tout ce que vous le faites pour vous. Donc vous arrivez à un stade d'individualisme absolu et les gens, même s'ils vont être un peu piégés par la sensation de dépendance, eh bien, ils pourraient avoir une sorte de barrière, certains d'entre eux en tout cas, de dire oui, mais enfin, alors je ne sers plus à rien. Je vais quand même essayer de consacrer quelques heures par jour, quand je sors du métavers,
pour faire quelque chose de bien, pour la nature, pour les animaux, pour les autres, pour les pauvres, pour les pays en voie de développement, vous voyez, pour la société, pour mon association, n'importe, vous voyez. Mais pour ça, il faut que la personne ne soit pas trop individualiste, il faut qu'elle ait en elle un besoin d'appartenir à un groupe réel. Mais on est en train de détruire ce besoin. On est en train de détruire tous les groupes, dont le groupe le plus naturel chez les humains et les primates de façon générale, à savoir la famille. Remarquez qu'on fait tout pour détruire les familles. Maintenant, parler de famille, c'est quasiment être... Écoutez, il y a des gens qui l'ont dit. La famille, c'est fasciste. Vous vous rendez compte de ce qu'on ose dire. Et ce mouvement qui détruit les familles, qui détruit toute la naturalité de l'être humain, la nature humaine, il y a des gens qui n'aiment pas ce mot, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, bon, ça pourrait être l'objet d'un débat, mais ils individualisent l'être humain et donc ils rendent le contrôle global de la population individu par individu. C'est l'intelligence artificielle qui s'en charge, hein. C'est pas les maîtres du système qui vont individuellement regarder ce qui se passe. Non, non, tout ça sera contrôlé par l'intelligence artificielle, mais il faut que les individus piégés soient individualistes. Et comment est-ce qu'on fait grandir très vite l'individualisme au lieu de le combattre? Parce que c'est une grave maladie mentale de l'être humain d'être individualiste comme nous le sommes, déjà. Et on va exacerber ce problème. Et l'outil le plus efficace du pouvoir pour exacerber l'individualisme, c'est le wokisme. Les théories du genre, etc. Alors, si tout ça n'est pas clair, vous pouvez évidemment aller voir mon ancienne vidéo sur le wokisme, qui je pense est pas mal. Elle n'a pas trop perdu, je crois qu'elle a 2 ans, et les réactions sont toujours très bonnes pour ceux qui les voient, mais je vais en faire encore une, qui est vraiment inscrite dans la série, ce sera la numéro 4. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Si vous estimez que mon travail est constructif, eh bien, pensez à me donner un petit coup de main. Ça peut être un petit pouce sur la vidéo, ça peut être en partage, ça peut être en commentaire et bien sûr un petit coup de main financier. J'en vais en avoir particulièrement besoin puisque je m'en vais pour les Philippines pour une nouvelle aventure qui m'a été un peu forcée par les circonstances. Je n'ai pas réussi à que ma compagne puisse me rejoindre en Amérique centrale sans aller la chercher, ce qui a évidemment occasionné énormément de frais et des complications possibles. J'en parlerai dans des vidéos quand il y aura des nouveautés, mais d'ici là, eh bien, je sais déjà que le côté financier ne va pas être facile. Je remercie ceux qui m'ont déjà aidé jusqu'ici, ils sont nombreux et certains ont donné des aides absolument considérables. Je les remercie très chaleureusement, infiniment. Et bien entendu, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de leur rendre l'appareil, une aide dans le même genre ou tout à fait différente, qui sait, l'avenir nous le dira.